Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire thématique défi pour la filière grande culture, polyculture élevage de la région de Nouvelle-Aquitaine. Alors juste un petit mot d'introduction. Donc, je suis Karine Tagliamonte, animatrice régionale éco-phyto à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine basée à Bordeaux. Et donc en fait, ce webinaire est le dernier d'une série de 7 webinaires qui est organisé en fait dans le cadre de la déclinaison d'un colloque régional, donc colloque régional défi GCPE, qui s'est tenu le 8 décembre dernier au lycée agricole de Loisellerie en Charente. Donc l'objectif du colloque, c'était de présenter en fait les résultats technico-économiques obtenus dans le cadre des réseaux défis, mais également de l'ensemble des collectifs de cette filière pour la Nouvelle-Aquitaine, et également de présenter sous forme de témoignages et de tables rondes différents leviers, résultats obtenus, et également tout ce qui concerne le transfert et la massification via notamment les organismes économiques. Donc c'était un colloque sur une journée entière avec une matinée qui était en plénière pour lequel il y a eu une captation vidéo et une retransmission en direct sur AgriWeb TV avec un replay qui est disponible pour l'ensemble du public. Et l'après-midi, il y avait des ateliers, 10 ateliers qui avaient été organisés, où donc là, c'était vraiment un retour d'expérience des réseaux défis fermes, mais également des réseaux défis XP. Et donc, suite à la tenue de cette journée, nous avons souhaité, pour prolonger un peu ce colloque, d'autant plus qu'il avait été organisé dans un contexte sanitaire un petit peu compliqué par rapport au Covid, donc avec un peu moins de monde en présentiel, et parce qu'on a eu aussi des demandes d'un certain nombre de participants qui avaient émis le souhait de participer aux ateliers ou qui en avaient du coup assisté à deux et qui auraient bien été intéressés pour voir les autres. Donc en fait, on a proposé à tous les ingénieurs réseau de décliner ces ateliers et également des éléments de la plénière du matin sous forme de webinaires, donc qui ont été déclinés en février-mars de ce début d'année. Et juste pour rappel, je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Donc la matinée est disponible en replay sur AgriWeb TV et également tous les diaporamas et documents de la journée, présentation et la synthèse technico-économique qui fait l'objet de ce webinaire sont disponibles sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, mais également sur le site de la DRAF et sur le site Ecophytopic et également sur la chaîne YouTube au niveau national de la CAN. Donc juste quelques petits rappels par rapport à ces webinaires. Je pense qu'on a maintenant tous l'habitude de cette organisation. Donc, on est sur un format d'une heure, environ 25 à 30 minutes de présentation par Philippe Blondeau et ensuite un temps d'échange. N'hésitez pas à noter, saisir au fur et à mesure vos questions dans l'espace de discussion, dans le chat. Je ferai ensuite le relais de ces questions auprès de Philippe. Et donc, juste vous rappeler que le webinaire est enregistré. Le but, c'est ensuite de le mettre sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale et également de la même manière sur les sites de la DRAF et de la CAN pour pouvoir diffuser au plus grand nombre et que ce soit vu par au-delà des inscrits à cette journée. Et petit rappel, toutes les productions des groupes Défi Ferme sont disponibles également sur Ecophytopic. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Philippe Blondeau, donc, qui va présenter la thématique du jour, donc, qui est les résultats de la synthèse technico-économique des réseaux défis après près de 10 ans de pratique pour la région Nouvelle-Aquitaine. Philippe, je te laisse te présenter et je te donne la parole. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis Philippe Blondeau, chargé de mission éco-phyto et biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'interviens dans ce webinaire pour vous présenter effectivement les résultats de notre synthèse technico-économique, 10 ans en fait de résultats technico-économiques du réseau défi GCPE Nouvelle-Aquitaine. Au titre de ma mission d'ingénieur territorial défi donc pour la filière grande culture, polyculture élevage sur la zone Auvergne-Limousin. Voilà, et donc j'ai le plaisir en fait de vous présenter ces résultats qui ont fait aussi donc l'objet, comme l'a rappelé Karine, d'une synthèse régionale dont vous pourrez avoir accès très facilement sur le site de la Chambre régionale d'agriculture et qui aussi a fait l'objet de travaux, en tout cas d'analyse par un stagiaire que nous avons eu à la Chambre régionale d'agriculture en septembre 2020, de septembre 2020 à avril 2021, et qui a réellement contribué à la valorisation de ces résultats que je vais vous présenter dès à présent. Alors donc en fait, la présentation se fera en 3 parties.
Une première partie où je vais vous présenter un peu la méthode en fait hein, de comment on s'y est pris pour analyser ces résultats. Une partie sur l'évolution de l'IFT, des IFT, donc à la fois en global mais aussi par culture. Donc pour toute cette période de 2010 à 2019. Et puis donc je vous présenterai également quelques résultats des performances technico-économiques issus en tout cas de l'analyse de ces résultats. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, effectivement, à poser vos questions dans le chat. Peut-être qu'on fera aussi un petit point de questions lorsque j'aurai terminé la présentation, enfin des deux premières parties, notamment juste après l'évolution des IFT. Voilà. Alors, déjà, concernant la méthode. Alors, l'étude, en fait, elle est basée sur les résultats de nos 19 groupes de fermes défi GCPE en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les 19 groupes de fermes qui étaient présents de 2010 à 2016. Hein. Et donc, juste pour vous dire que ces 19 groupes de fermes défi GCPE donc, sont animés chacun d'eux par un ingénieur réseau, ce qu'on appelle un IR dans le jargon de défi. Et en fait, à l'entrée d'un agriculteur dans le réseau, donc soit en 2011, soit en 2016, selon la date en fait de l'entrée de l'agriculteur dans le réseau, les ingénieurs réseau décrivent en fait ce qu'on appelle un système de culture qu'ils vont suivre au sein de l'exploitation de l'agriculteur. Et quand on parle de système de culture, du coup, en fait, on s'intéresse à l'itinéraire technique qui est mis en place par l'agriculteur depuis les semis jusqu'à la récolte. Donc, on s'intéresse effectivement donc, à l'ensemble de l'itinéraire technique du système en question. Et par système de culture, on entend en fait donc on appelle un ensemble de parcelles qui sont conduites de façon homogène sur une période. Et donc là, sur l'écran, vous avez la définition qu'on a fait Sébillotte en 90. Donc c'est un ensemble cohérent et ordonné de techniques culturales mises en œuvre sur un lot de parcelles conduites de la même façon, hein, identiques, selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années. Donc l'idée, il a été demandé à chaque agriculteur du réseau de définir un système de culture qui est suivi, donc effectivement, depuis l'entrée en réseau jusqu'à sa sortie, ou en tout cas, oui, jusqu'à sa sortie, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus de suivi, mais en tout cas, pour la plupart d'entre eux, ça continue. Et donc, l'idée, c'est bien de faire des analyses technico-économiques et d'évolution d'IFT, notamment. Alors, l'idée, pour faire en fait ces analyses et ces comparaisons entre un état initial et un état final, donc l'idée effectivement c'est d'obtenir un état initial des pratiques qui sont mises en œuvre par les agriculteurs à l'entrée dans le réseau, et on obtient en fait cet état initial qu'on appelle en fait un point zéro, hein, dans notre jargon défi, c'est-à-dire basé sur la moyenne triennale de la période d'entrée qui est de 2009, 2010, 2011 pour ceux qui sont rentrés en 2011, ou 2014, 2015, 2016 pour ceux qui sont rentrés en 2016. Voilà, donc on a cet état initial, ce point zéro, qui est fait donc à partir de toutes les données qui sont enregistrées dans le système. Alors, cette slide, en fait, elle vous indique un petit peu comment sont enregistrées, compilées toutes les données jusqu'à comment on peut les analyser. Donc, en fait, les ingénieurs réseau enregistrent annuellement en fait, les pratiques et les itinéraires techniques des systèmes de culture qui sont mis en place par les agriculteurs qu'ils accompagnent. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est tout l'itinéraire technique, le mode de production, les semis, les récoltes, les rotations, etc., etc.
les périodes de traitement, les produits de traitement, les rendements, les itinéraires techniques, le travail du sol, enfin voilà, tout est rentré. Et donc, ces données sont enregistrées dans un système d'information qui s'appelle AgroSyst, hein, qui est un produit de l'INRAE et qui permet de stocker en fait ces données et de calculer par la suite des indicateurs de performance que l'on verra en fait dans le cadre de cette présentation, des performances technico-économiques, sociales, voilà, avec un certain nombre d'indicateurs enregistrés. Voilà. Et donc, alors, ce que j'ai dit, oui, donc en fait, les ingénieurs réseau enregistrent ces données, en tout cas, voilà, dans un système d'information, mais ils peuvent aussi, comment dire, transférer ces données qui sont déjà enregistrées dans différents systèmes, peut-être de systèmes d'enregistrement de pratiques agricoles, comme par exemple Sister, Mes Parcelles ou autres, où il y a en fait une interopérabilité entre ces outils-là et la base de données AgroSyst. Ça nécessite néanmoins quand on transfère des données d'un outil informatique vers un autre, qu'il faille parfois corriger, compléter un certain nombre de données. Et donc, tout cela demande quand même beaucoup de temps aux ingénieurs réseau et puis, évidemment, comment dire, des allers-retours assez fréquents avec les agriculteurs qu'ils accompagnent pour être sûr que les données enregistrées soient effectivement de qualité. Alors, je passe à la diapo suivante. Et donc, ça me permet, je regarde le temps qui passe, c'est bon, ça va. Ça me permet en fait de vous dire que, enfin, dans ces aspects de méthode, c'est quand même très important d'avoir des données de qualité et de quantité. Alors, en fait, ces données sont passées au crible par un certain nombre de critères de sélection afin d'être intégrées dans les analyses. Donc, en fait, on a plusieurs critères. On a des critères de quantité de données. Donc, en fait, pour être intégrés dans l'étude, les systèmes de culture doivent présenter des données d'initiales et entre l'état initial et les données finales, c'est-à-dire 2017, 2018, 2019. Si on a un trou dans une campagne de l'état initial ou un trou dans une étude de la campagne finale, l'analyse est tronquée, on ne pourra pas retenir ces données. Donc, on a ce premier filtre qui nous permet déjà de voir quel système on va retenir dans cette base immense dans laquelle sont stockées toutes ces informations. Et en termes de qualité, on demande en fait, enfin, on souhaite que ne soient retenus dans l'étude que les systèmes de culture qui présentent un niveau de qualité élevé, c'est-à-dire à la fois qu'ils soient basés sur une bonne complétude des données et sur un système de filtre qui est basé sur des seuils d'alerte pour écarter en fait des données aberrantes. Des données aberrantes, par exemple, en termes d'IFT, où on a des IFT en système pour la filière GCPE qui peuvent, par exemple, être supérieurs à 10, supérieurs à 15. On a aussi établi des critères concernant les données technico-économiques, de marge semi-nette, de coûts de produits, enfin voilà. Donc on a essayé de filtrer au mieux les données qui nous semblaient aberrantes. Donc la mise en place du coup de ces différents critères de sélection nous a permis de réaliser cette étude sur un échantillon de 134 systèmes de culture pour l'analyse des IFT, sur 207 actuellement. Je vous ai dit, on a 19 ingénieurs réseau qui eux-mêmes accompagnent grosso modo une dizaine d'agricultures. Chaque agriculteur, on lui demande d'identifier un système de culture. Donc, on est autour de 200. En fait, on en a 207 systèmes de culture qui sont éligibles dans la filière GCPE de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, sur ces 207, on a pu étudier 134 pour l'analyse des IFT.
Et pour l'analyse technico-économique qui, elle, on passe encore un filtre encore un petit peu plus dur sur justement les seuils d'alerte. Donc, on en a 103 qui permettent en fait d'aller jusqu'à l'analyse technico-économique. Donc, vous dire que ces données-là, donc en fait, elles sont issues, enfin, ce que je vais vous présenter, les résultats que je vais vous présenter sont issus des données qui ont été extraites du système d'information agrossiste du 28 août dernier, enfin 2021, donc qui ont fait l'objet effectivement de cette présentation au colloque de décembre. Donc, j'y reviendrai, mais en tout cas, sachez par exemple qu'entre les extractions du 28 août 2021 et là, là, on est en mars 2022, il y a eu, que je ne dise pas de bêtises, 3 autres extractions, une en septembre, une en décembre, une en février. Voilà, et donc qui nous permettent, qui vont nous permettre à la fois, au fur et à mesure, d'accroître en tout cas notre base de données de qualité. Voilà, donc en Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas regardé, mais on est certainement beaucoup plus proche maintenant de nos 200 systèmes que nous ne l'étions au mois d'août. Voilà. Dernière, je pense, voilà, chose concernant les présentations concernant la méthode. Donc là, c'est pour vous dire un petit peu comment vont être présentés les diagrammes que je vais vous présenter. Donc là, on fait un petit point sur de lecture des données. Donc pour lire ces données, du coup, on utilise ce qu'on appelle le diagramme de Tukey, ou encore appelé plus communément boîte à moustache, hein, qui permet en fait de donner une représentation plus complète que la seule moyenne des données avec la dispersion que l'on voit ici part et d'autre de la médiane. Et donc, dans la suite de la présentation, donc vous aurez en tout cas des graphiques qui vont vous montrer cette comparaison entre l'état initial et la moyenne 2017, 2018, 2019. Et donc, les pourcentages qui sont présentés donc, correspondent à l'évolution en fait, de la moyenne qui est représentée ici, vous voyez, par les petits losanges. Et donc, les pourcentages d'évolution entre l'état initial et la moyenne des années 2017-2018 permettent effectivement d'obtenir une vue d'ensemble des résultats du réseau Défi en Nouvelle-Aquitaine en termes à la fois de réduction des IFT et des performances technico-économiques. Donc, voilà pour ce point concernant les aspects méthodes. Je passe maintenant aux résultats de l'analyse globale de nos 134 systèmes de culture. Alors, déjà, vous indiquez quelles sont les caractéristiques des systèmes de culture GCPE du réseau Défi analysé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez que l'on a en fait 63 systèmes de culture identifiés pour la filière grande culture et 71 en polyculture élevage, et que sur ces 134 systèmes, donc on en a à peu près 19% qui sont en agriculture biologique ou en cours de conversion. Alors, dans l'étude, on les a laissés, mais enfin, vous voyez que de toute façon, ils ne vont pas avoir une influence très, très importante entre l'état initial et l'état final, étant donné qu'on reste sur le même nombre, en tout cas, de systèmes en agriculture biologique entre l'état initial et la moyenne 2017, 2018, 2019. J'y reviendrai, mais alors ça, c'est en fait c'est nous qui avons choisi, en tout cas, de présenter ces résultats-là, tout système confondu ou toute mode de production confondu, mais sachez qu'on pourrait les retirer complètement de l'analyse et de faire une analyse, par exemple, sur comment les systèmes en agriculture biologique sont parvenus à peut-être utiliser plus de travail du sol, etc. Voilà, donc en fait, on aurait pu les enlever de l'analyse, mais on a souhaité, dans ce cadre-là, ça a été aussi vu aussi au niveau national, de les conserver, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de différence entre les systèmes rendus de l'état initial à l'état final.
Alors, aussi vous dire là, que cette présentation est intéressante car elle montre aussi qu'entre l'état initial en bleu et l'état final en rouge, vous avez la part de certaines cultures qui diminue. C'est notamment le cas des surfaces en blé, des surfaces en colza, et puis le maïs. Alors, où est le maïs? Il est là, voilà, voilà, qui a sensiblement diminué. Donc, au profit, par exemple, des mélanges fourragers, des protéagineux ou des prairies temporaires. Donc, en fait, ça montre aussi ça, que les stratégies de diversification de l'assolement, de remplacement de certaines cultures par rapport à d'autres, sont un petit peu dans la fibre, vous voyez, des agriculteurs défis pour lesquels, en fait, on les a beaucoup incités à réfléchir sur les changements de rotation, la diversification de l'assolement. Donc, c'est déjà quelque chose, un critère intéressant qu'on nous a semblé intéressant de montrer. Alors là, voilà, donc vous avez tout de suite donc cette slide qui vous dit, qui vous invite, voilà, à regarder. Donc tout de suite, on montre, on constate que entre l'état initial et l'état final, donc on a une baisse de 0,5 points d'IFT. Hein, donc, on passait de 2,26 niveau d'IFT à 1,76 d'IFT, donc IFT total, hein, hors biocontrôle et hors traitement de semences, donc soit une réduction de 22% de l'IFT entre l'état initial et la moyenne 2017, 2018, 2019. Bon, certes, on a aussi comment dire, une diversification quand même assez large, mais en tout cas, la moyenne est là. Et en fait, cette tendance-là, on la retrouve aussi au niveau national, parce que bon, les études ont été faites au niveau national et aussi dans d'autres régions. J'ai moi-même contribué notamment, moi, à travailler sur l'évolution de cette même étude pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a une baisse pour le niveau national qui se traduit de 0,54 points, donc par rapport à nos 0,50, et une réduction de 20% de l'IFT total entre l'état initial et l'état et la moyenne 2017-2018, 2019. Là, si on veut regarder un petit peu comment dire, précisément quel compartiment du traitement est plus fort que l'autre, ben, on voit quand même qu'au niveau de l'herbicide, on a quand même une baisse quand même de 16% de l'IFT, alors que pour le hors herbicide, ben, on a une baisse de 31% d'IFT. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, de toute façon, on le voyait bien aussi, hein, de réduire l'herbicide. C'est pourquoi aussi travailler sur les herbicides et en tout cas, comment dire, une thématique qui nous anime au niveau de défis. Hein, on sait que c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on a des systèmes très, très céréaliers, par exemple. Bon, on sait que c'est compliqué, mais donc on a quand même une tendance à la baisse, donc de 16%, donc, et effectivement de 31% sur le hors herbicide. Donc, ces résultats sont aussi conformes à ceux que l'on observe au niveau national. On a 11% de réduction donc, pour les FT herbicides et 30% pour les hors herbicides. Voilà. Mais quand on regarde quand même que, alors on montre moins 16%, moins 31%, mais quand on regarde en valeur absolue, on est en fait très proche. Hein, on est de l'ordre de 0,2 à 0,3 points, donc c'est plus simple. Et la baisse, en tout cas pour le hors herbicide, est beaucoup plus élevée, enfin en tout cas plus important, parce qu'on part aussi de beaucoup plus bas. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour tous les systèmes ensuite qui partent de beaucoup plus bas, en fait, c'est beaucoup plus facile aussi de réduire les systèmes herbicides, hors herbicides quand on est dans ces créneaux-là. Sur maintenant le lien entre l'évolution de la filière et l'évolution de l'IFT et la filière. Donc là, pareil, donc on a en grande culture une baisse de 18%.
hein, de l'IFT, de 0,53 points. En polyculture élevage, donc moins 30%, moins 0,48 points. Donc là, ça montre aussi que, en tout cas, en grande culture, on a quand même, quand on regarde un petit peu la partie basse, là, ici, entre 2017 et 2018, on a quand même des systèmes qui ont réussi à quand même diminuer fortement en grande culture. Donc, vous voyez le fait, en fait, de la dispersion, hein, de cette boîte à moustaches côté moyenne, on a malgré tout on a quand même, et c'est intéressant, plutôt voilà, des systèmes de culture qui ont réussi à bien diminuer. Et c'est cela qu'il va falloir essayer d'aller trouver, de faire des analyses encore plus fines pour voir pourquoi ils ont diminué plus que d'autres qui sont restés, voilà, même si la baisse de moins 18% est quand même très intéressante. Et c'est vrai que quand on est encore une fois dans des systèmes de polyculture, élevage, qui sont déjà des IFT bas, il est encore plus facile, j'allais dire, donc de pouvoir diminuer les IFT. Alors là, on a voulu regarder justement, d'aller un petit peu plus précisément sur le lien entre ces baisses d'IFT et les changements de rotation. Donc, en fait, ce qu'on voit qu'il y a deux tendances en fait, qui sont très différentes. Donc, sur les 68, on a 68 en fait, systèmes de culture qui ont changé de rotation. Donc, pour ces 68-là, on a quand même une réduction de l'IFT qui est quasiment du double de celles qui n'ont pas changé de rotation. Donc, effectivement, ce qui montre que dès lors qu'on allonge sa rotation, qu'on diversifie, qu'on intègre effectivement peut-être des cultures moins consommatrices de produits phytosanitaires, ben c'est clair qu'on va pouvoir réduire de façon importante l'usage des produits phytosanitaires. Néanmoins, ça, c'est des discussions qu'on avait eues justement au niveau du colloque, et même des deux colloques auxquels j'ai participé, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Il y a des systèmes pour lesquels, effectivement, on peut intégrer dans des systèmes céréaliers un certain nombre d'autres cultures, type prairies temporaires, etc., qui vont tout de suite avoir des impacts très positifs en termes de réduction de phyto, et puis pour d'autres où ce sera plus compliqué. Donc c'est là où on a aussi, comment dire, il faut qu'on travaille avec l'aval pour voir ce qu'il est possible de faire, de travailler aussi entre agriculteurs pour voir s'il est possible qu'un céréalier puisse, par exemple, s'il intègre des prairies temporaires dans son système, comment il peut valoriser ces prairies avec un éleveur. Quand on est par contre sur des cultures à haute valeur ajoutée, c'est plus compliqué. Bon, voilà, tout ça, c'est juste pour vous montrer que, en tout cas, l'impact du changement de rotation a un effet fort et absolument, on constate, réel sur la baisse des phytos. Quand on est sans changement de rotation, on a quand même des baisses intéressantes. Voilà, et je regarde l'heure aussi, donc on a pu montrer, mais là, je n'ai pas eu le temps de faire les analyses très fines, que, en fait, quand on est sur de l'efficience, c'est-à-dire qu'on va vouloir travailler plus finement l'application des produits phytosanitaires en faisant attention au climat, etc., ou à la météo, mais aussi à la substitution de produits, en changeant par exemple des produits moins impactants avec des utilisations, des dosages moins importants, etc., des doses homologuées moins importantes, on va aussi évidemment avoir un impact. Et ces impacts-là, quand même, hors changement de rotation, ils sont quand même de l'ordre de 10 à 15%. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, on a tout un panel de leviers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que, faut pas uniquement se dire que oui, si je veux diminuer 30%, il faut que je change de rotation.
certes, le changement de rotation va avoir un impact très important sur la baisse des phytos, mais on peut aussi utiliser d'autres leviers ou une combinaison de leviers. C'est ce qu'on s'attelle à dire dans Défi. Il n'y a pas une solution qui permet de réduire les phytos, sinon tout le monde s'y serait embarqué et on n'aurait plus de problème. Mais c'est bien une combinaison de leviers à avoir pour réduire l'usage des phytos et de prendre en compte oui, le système de production dans son ensemble, à l'échelle de son territoire, avec l'aval, etc. Et donc, cette dernière slide sur l'évolution des IFT. Là, en fait, on a voulu regarder un petit peu comment se comportaient les IFT du réseau Défi par rapport à ceux de la ferme France. Donc, ceux de la ferme France, ils sont matérialisés, si vous voulez, ici par les données, enfin, c'est un rapport en fait qui est fait entre l'IFT de référence du système de culture et les IFT de référence issus des enquêtes nationales qu'on appelle les enquêtes pratiques agricoles qui sont réalisées à l'échelle nationale par l'État. Donc, il y en a une en 2011, une en 2014 et une en 2017. Et donc, du coup, en fait, là, ici, ce qu'on voit, c'est que entre 2011 et 2014, on n'a quasiment pas d'effet significatif entre l'évolution des IFT de la ferme France et ceux du réseau Défi. En revanche, en 2017, on a une légère, enfin, on a vraiment c'est plus significatif en fait. On a vraiment une baisse en fait de 0,3 points en moyenne, justement entre 2014 et 2017 en faveur du réseau Défi. Donc, en fait, le réseau Défi, entre 2014 et 2017, a montré une évolution de l'IFT plus importante que celle de la ferme France. Donc, le réseau Défi, c'est bien aussi ce réseau d'expérimentation et de tests que l'on a voulu conduire depuis 2010 et qui porte ses fruits et qui est une action structurante des plans éco-phyto et que l'on souhaite faire perdurer, évidemment. Donc, voilà pour, en tout cas, cette partie sur l'IFT. Je ne sais pas si, Karine, il y a des questions ou pas. Non, à ce stade, pas de questions. Je propose que tu déroules le diaporama et puis on démarrera le temps d'échange à la suite. D'accord, merci. Donc, je continue pour vous présenter… oui, c'est ça, c'est l'évolution des IFT sur les 5 cultures cultivées en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, je vais passer assez rapidement. C'est juste pour information. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré les évolutions des IFT à l'échelle de systèmes de culture. Là, on fait un focus sur quelques cultures principales de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, où vous voyez des baisses quand même importantes entre l'état initial des moyennes de certaines cultures et puis la moyenne 2017-2018. Donc, c'est notamment flagrant en blé, orge, tournesol. On a des baisses importantes, bon, moins importantes en maïs et colza. On sait que pour le colza, c'est assez compliqué. Donc, il y a encore des choses à travailler. Et là, cette slide, en fait, c'est juste pour vous montrer quels sont les différents compartiments de traitement qui ont un impact plus ou moins fort sur l'évolution de la baisse de l'IFT de ces cultures-là. Donc là, en fait, on voit que toutes les familles de traitement, que ce soit pour ça c'est pour le blé, pour l'orge, ou pour le tournesol, donc sont concernés. Sont concernés. Donc voilà, aussi bien ici les fongicides que les insecticides, que les herbicides. Donc pareil, fongicides, insecticides. Toujours herbicide, pardon, excusez-moi, c'est moi qui vois plus trop avec les couleurs. Donc là, en tout cas, tous les compartiments, toutes les familles de traitement sont concernées pour ces parcelles-là, alors que pour le maïs et puis pour le colza, là, c'est nettement moins significatif. Et donc, c'est là encore où on a certainement du travail à faire. Voilà. Donc,
Là, maintenant, je vais donc passer au résultat de l'analyse technico-économique, donc avec les 103 systèmes de culture des filles. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé des 134 systèmes. Donc là, analyse technico-économique, on a encore un crible un petit peu plus fin. Et donc, on se retrouve avec 103 systèmes, soit environ 50% de nos systèmes éligibles en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils montrent, en tout cas, ces critères? Alors, bon, déjà, c'est pour vous montrer les résultats, non, les caractéristiques des systèmes de culture pris en compte pour l'analyse technico-économique. Donc, ils sont complètement similaires à notre échantillon de départ, donc sur les 134. Hein, voilà, que ce soit les ratios grande culture, polyculture, élevage, production, agriculture biologique conventionnelle, et en termes de réduction d'IFT, donc on est au même niveau de réduction d'IFT dans cet échantillon qui est tout à fait similaire à notre échantillon de départ. Alors, cette slide pour vous montrer les focus qu'on a déjà voulu faire sur travail du sol et désherbage mécanique. Donc, travail du sol à gauche, en fait, ça montre que depuis l'entrée dans le réseau, on observe une tendance de nos agriculteurs hein, à vouloir revenir en fait au labour occasionnel. Et donc, ça se traduit notamment par une baisse des techniques culturales simplifiées ou du labour fréquent. Et donc, le travail de réflexion, donc, vous voyez, retour au labour occasionnel, plus 42%. Donc, c'est important parce que ces notions de travail du sol, ben, ça faisait partie des réflexions des agriculteurs du réseau des FIT, se dire, bon, ben, voilà, est-ce qu'il faut faire plus de TCS? Est-ce qu'il faut faire du labour fréquent? Est-ce qu'il faut faire du labour occasionnel, etc., etc. Donc, tout ça, par les réflexions des uns et des autres, par aussi les formations certificateurs qui ont amené quand même aussi beaucoup d'éléments pour amener les agriculteurs voilà, à revenir peut-être à faire un petit peu plus de labour occasionnel quand c'était possible, quand on avait des parcelles très, très sales, par exemple. Donc, voilà, donc, ça fait partie des choses que les uns et les autres ont intégrées. Et puis, donc, parallèlement, donc, il y a eu aussi une réflexion sur justement le désherbage mécanique. Et donc là, l'idée, c'était, enfin, ce qu'on voit, c'est que grosso modo, on est passé de 1/3 des agriculteurs qui avaient recours au désherbage mécanique à plus de 2/3. Donc, tout ça aussi, ça va avoir un impact, évidemment, ben, vous le voyez, vous allez bien le constater, sur ben, le temps de travail qui risque effectivement d'être impacté plus fortement dans nos résultats technico-économiques. Donc là, les performances économiques par filière. Donc, ce qu'on peut déjà regarder, grosso modo, c'est que, quelle que soit la filière, qu'on soit en grande culture ou en polyculture élevage, la réduction des IFT, hein, hors biocontrôle et hors traitement de semences, donc s'accompagne d'une baisse des charges, donc moins 13, moins 12%. Que quand on regarde cette fois les performances économiques en fonction de est-ce que mon IFT baisse, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il est stable? Ce qui est en tout cas significatif, c'est que dès lors qu'il baisse, donc en tout cas sur nos 57 systèmes sur 103 qui baissent, ben, vous voyez, on a des charges totales qui baissent significativement et une marge semi-nette qui augmente, qui augmente effectivement proportionnellement là également. Et puis donc des systèmes de culture dont l'IFT augmente, ben là ça se traduit plutôt par une marge semi-nette qui diminue fortement. Bon, il y a encore des choses quand même qui sont à creuser, et ça fait plutôt l'objet, si vous voulez, des analyses que l'on fera à partir de cette année de 2022, même si on a commencé à y travailler un petit peu plus depuis la fin de l'année 2021, pour aller un petit peu plus loin dans les performances. Ce sont encore des tendances, mais ces grandes tendances-là, je peux vous dire aussi qu'on les observe de toute façon, idem à l'échelle nationale. Performance économique et changement de rotation. Tout à l'heure, je vous ai montré IFT, changement de rotation.
Donc là, c'est clair qu'avec avec changement de rotation, donc sur nos 52 systèmes, ben là, tout est vert, quoi. Mais même sans changement de rotation, on a quand même des choses intéressantes. Voilà, donc là, le changement de rotation permet effectivement une réduction, en tout cas, qui permet une réduction de l'IFT plus fort que sans changement de rotation, permet une réduction des charges de total et une augmentation de la marge semi-nette très significative. Donc là, c'était juste un comparatif des grands résultats, de nos résultats Nouvelle-Aquitaine et nationale. Donc là, vous avez les chiffres qui s'affichent. Bon, je ne vais pas les commander plus que ça, mais en tout cas, pour vous montrer qu'on est clairement dans des résultats qui sont tout à fait cohérents entre ce que l'on peut observer en Nouvelle-Aquitaine et ce que l'on observe à l'échelon national et également dans d'autres régions. Donc, en tout cas, merci. Voilà, donc je suis prêt pour écouter vos questions et répondre à vos questions. Mais avant, voilà, je voulais en fait en profiter pour remercier tous les collègues qui ont vraiment contribué à la réalisation de ces synthèses. Je vous garantis que c'est un gros travail qui est notamment le fruit de la cellule référence de la Cannes Défi, de la cellule d'animation nationale, dont vous voyez les noms apparaître, et puis donc pour la filière GCPE, nos experts filières, Philippe Trèche, Thomas Carr, et maintenant donc Mathieu Babiard qui nous a rejoints, et bien évidemment tout le groupe de travail de l'équipe Ecofito de Nouvelle-Aquitaine qui ont contribué à la réalisation de ces synthèses et à l'accompagnement justement de notre stagiaire Olivier Nefti qui a fait un travail remarquable. Et puis évidemment tous les agriculteurs, ingénieurs réseaux territoriaux du réseau Défi Ferme de GCPE Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Philippe pour cette présentation très claire. Donc, j'avais mis dans le chat le lien vers la page de notre site internet où vous pouvez trouver tous les éléments du colloque et notamment la synthèse des fiches GCPE. Et donc, on enverra à l'issue de ce webinaire la présentation et tous ces documents par mail. Alors, une première question par rapport aux leviers. Philippe, est-ce qu'il y a des leviers ou des combinaisons de leviers qui ressortent, qui sont un peu plus mises en avant que d'autres pour permettre la réduction des phytos, issus notamment de l'enquête qui avait été réalisée par le stagiaire? Alors, des leviers qui sortent plus que d'autres, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que on s'aperçoit en fait que ce sont des combinaisons de leviers qui sont utilisés par les agriculteurs du réseau Défi GCPE. Bon, certes, beaucoup ont travaillé sur la diversification et l'allongement des rotations, mais effectivement, le désherbage mécanique, on peut le citer, c'est un des leviers qui a été, en tout cas, beaucoup utilisé dans les systèmes où on a des gros problèmes d'adventices, donc de gestion des adventices. Après, il y a aussi d'autres leviers qui ont vraiment été utilisés. C'est le choix de variétés compétitives, tolérantes ou résistantes aux maladies. Donc, là aussi, pour limiter l'usage notamment des fongicides. Pour aussi, sur tout ce qui concerne la réduction des herbicides, enfin, en tout cas, la problématique adventice, c'est tout ce qui concerne le décalage, par exemple, de la date de semis, et puis donc la pratique des faux semis, le pilotage de la densité, l'écartement entre les rangs, etc. Donc voilà, mais en tout cas, ce sont vraiment des combinaisons de leviers qui sont mis en avant. C'est difficile de dire il y en a plus une qui est utilisée que d'autres. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant dans le cadre de ces réflexions des agriculteurs et de leurs ingénieurs réseau, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même une réflexion sur est-ce que le système que je mets en place sur mon exploitation,
est-ce qu'il y a moyen éventuellement de le modifier, de le compléter, de l'élargir, de le diversifier? Voilà. Merci Philippe. Une question sur l'impact social. C'est vrai, quand on parle de triple performance, il y a aussi la partie sociale. L'impact social de ces changements n'est pas abordé ici. Pouvez-vous néanmoins nous en parler un peu? Oui, alors il y a eu, alors sur l'impact social, alors c'est peut-être plus par rapport aux freins à l'adoption, peut-être que c'est peut-être une question qui concerne plus la partie frein, j'imagine. Voilà, la question est ouverte, mais oui, tu peux effectivement aborder l'aspect des L'impact freins. social, alors après, ça dépend, c'est-à-dire que impact social, on peut aussi entendre, oui, c'est aussi sur le fait, effectivement, de consacrer peut-être plus de temps sur son tracteur, par exemple par le désherbage mécanique. C'est aussi beaucoup de temps, peut-être plus de temps sur l'observation. Mais d'un autre côté, voilà, on a des agriculteurs qui ont pris conscience que aussi pour bien conduire leur exploitation, ou en tout cas pour identifier des leviers, il faut aussi observer. Donc effectivement, ça prend du temps. Après, sur l'impact social, quand je parlais du temps de travail effectivement plus élevé, c'est vrai que dans l'enquête qui a été conduite par notre stagiaire en 2021, oui, le temps de travail plus élevé ressort à 53%, en termes de fréquence de citation. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort, comme la peur du salissement des parcelles. Et ça peut… alors, la peur du salissement des parcelles, c'est un frein effectivement social qui peut freiner à l'adoption de certains leviers. Merci alors, Philippe. tous ces éléments-là, on pourrait les retrouver dans, Karine, la synthèse qu'on mettra en ligne. Oui, oui, je l'ai envoyé directement dans le chat pour qu'ils puissent la regarder en direct. Et après, dans l'impact social, alors là, on est plus sur du subjectif et c'est vrai que c'est plus compliqué à quantifier qu'un IFT. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de témoignages lors du colloque, notamment d'agriculteurs qui, au contraire, disaient que, au final, ils passaient plus de temps avec leurs enfants en famille, qui s'étaient mis à courir des marathons depuis qu'ils étaient rentrés dans le réseau des filles parce qu'en termes de charge mentale ou même de temps global. Donc voilà, l'impact social, c'est peut-être un critère qu'il faudra qu'on creuse un peu plus, qui est peut-être un peu plus sur du subjectif ou du qualitatif, mais qui est objectivé par rapport à cette triple performance. Alors, une autre question, n'hésitez pas à le mettre dans la partie répondre à tous pour qu'on les voit tous au fur et à mesure. Donc, le réseau défi se réengage avec des nouveaux réseaux ou en tout cas des réseaux en réengagement. Est-ce qu'il est prévu de mettre à jour ces synthèses régulièrement et est-ce qu'il est prévu de l'élargir à d'autres filières pour la région Nouvelle-Aquitaine? Oui, alors, donc il est prévu effectivement de suivre l'évolution en fait de ces IFT et des résultats technico-économiques, en tout cas dans le cadre du réseau défi. Ça, c'est une volonté c'est un des objectifs que l'on s'est attribué, nous, donc à l'échelle nationale, au sein de la cellule d'animation nationale défi, de poursuivre ces suivis, ces analyses à la fois à l'échelon national et à la fois en région. Et donc, comme je l'ai un petit peu dit au tout début de l'intervention, il y a des extractions de la base de données agrosystes qui sont prévues tous les ans. Donc, il y en aura 3 voire 4 par an qui vont permettre aux ingénieurs réseau et ingénieurs territoriaux de suivre un petit peu cette évolution. Donc ça, c'est pour la filière GCPE, mais pour d'autres filières, c'est effectivement prévu. C'est vrai qu'en 2021, on a beaucoup parlé de la filière GCPE parce que c'était l'occasion, c'était 2021, c'était l'idée de réaliser des colloques en région sur l'évolution de l'IFT, des analyses technico-économiques pour la filière grande culture, polyculture, élevage. Mais ça se fera aussi pour d'autres filières. Et donc, je crois, Karine, en Nouvelle-Aquitaine, ou la filière viticulture, quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, exactement. Ouais. C'est prévu pour cette année 2022.
avec une synthèse régionale pour la filière viticulture, donc pour les réseaux défis et en incluant également les groupes 30 000 et également les GI2E avec thématique réduction des phytos, sachant qu'en viticulture, quasiment tous les collectifs GI2E travaillent cette thématique qui est vraiment très importante pour la filière. Et il est prévu une présentation lors du prochain Vinitec de cette synthèse pour cette filière. Et en 2023, l'idée, c'est de mettre en avant les cultures spécialisées, donc arbo, maraîchage et hortipépi. Donc, on a un certain nombre de collectifs en horticulture pépinière portés par Astredor en région Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a plus de questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou à prendre la parole directement si vous voulez apporter un complément, poser une question ou apporter un témoignage à votre échelle au niveau de votre structure, au niveau de votre exploitation. Peut-être une chose à rajouter, un complément à rajouter, Karine, on parlait de synthèse. Je pense que c'est bien aussi de rappeler que nous avons réalisé en 2020 ou 2021 une synthèse concernant l'usage du levier biodiversité, justement dans comment a été utilisé le levier biodiversité dans les réseaux défis et GI2E de Nouvelle-Aquitaine. Donc, toutes filières confondues. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc on avait mis sur le coup 4 étudiantes de Bordeaux Sens Agro, donc qui étaient encadrées, qui ont mené cette étude dans le cadre d'un projet tutoré. C'était en 2020, voilà. Et donc c'est pareil, si cette étude, on peut aussi, si vous êtes intéressé, elle est disponible sur le site de la Chambre régionale d'agriculture. Oui, et puis un focus qui a également été fait. Alors pour l'instant, un premier focus suite à une enquête auprès des animateurs sur le biocontrôle. Et l'idée est également de renforcer un peu cette thématique et de voir à la fois, alors là c'est pareil, hein, c'est toute filière confondue, pour voir comment cette thématique est travaillée dans le cadre des réseaux et de l'ensemble des collectifs. Donc, il est bientôt 14h30. Philippe, si tu veux peut-être étayer des propos ou revenir sur une ou deux diapos que tu veux peut-être compléter. Sinon, on pourra passer aux conclusions si vous n'avez plus de questions spécifiques ou de remarques complémentaires à apporter. Moi, c'est bon, Karine. Très bien. Du coup, tu peux faire dérouler les dernières diapos. On arrive à l'issue de ce webinaire. On vous avait annoncé 1 heure, alors on y est presque. On va finir à 14h30 dans les temps. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire thématique. Donc, c'était le dernier de la série des 7 webinaires. On a clôturé avec la synthèse technico-économique des réseaux défis. Donc, les webinaires seront prochainement, enfin, ce webinaire va être prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et je vous mets directement le lien. En fait, on a créé une playlist avec l'ensemble des 7 webinaires et également un petit retour en image sur le colloque défi GCPE du 8 décembre. Et il y a bien sûr le replay de la matinée. Et donc voilà, juste pour mémoire, on va vous remettre l'ensemble des webinaires. Donc là, c'était la diapo suivante où il y a la liste de tous les webinaires qui ont été organisés entre le mois de février et le mois de mars. Donc voilà, sur vraiment des thématiques très techniques. Donc ça y est, ils sont tous passés, donc vous n'avez plus la possibilité de vous inscrire, mais on vous encourage à aller consulter les replays sur notre chaîne YouTube. À chaque fois, c'est un format assez court, hein, sur 1 heure de présentation et questions-réponses, donc ce qui permet de vite rentrer dans le sujet et de regarder ça tranquillement en début de journée ou à tout moment pour vous mettre à jour et vous intéresser à ces différents sujets. Merci à tous d'avoir assisté à ces webinaires et puis à très bientôt lors de futurs échanges sur les réseaux défis, sur les collectifs pour la filière GCPE ou pour l'ensemble des filières engagées dans cette démarche pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais maintenant clôturer et couper l'enregistrement.